Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à notre webinaire aujourd'hui, soit Sécuriser l'avenir, planification successorale pour personnes aidantes. Nous sommes bien heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. L'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, l'OSANO, offre des webinaires en direct d'une durée d'une heure présentés par des experts en la matière sur divers sujets d'actualité importants pour les personnes aidantes naturelles. Notre but est d'offrir du soutien et des ressources aux personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un, tel qu'un membre de la famille, un ami ou un voisin. Mon nom est Anne-Marie Boutiette, je suis responsable régionale à l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario et je serai votre modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un moment pour reconnaître les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissons dans un espace virtuel, il est important de reconnaître cette terre où nous vivons tous et toutes. Je me joins à vous de Cobourg, au bord du lac Ontario, territoire traditionnel des peuples Mississauga, Anishinaabe, Wendake Neo-Wensio et Haudenosaunee, couvert par les traités de Williams signés en 1923. En tant que colonisateurs et colonisatrices, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir aux territoires sur lesquels vous vous trouvez. Et si ce concept est nouveau pour vous, vous pouvez utiliser la carte interactive au site native-land.ca pour vous aider à identifier le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez. Donc, le thème aujourd'hui, sécuriser l'avenir, planification successorale pour personnes aidantes. En tant que personne aidante, il est essentiel de prévoir un plan pour l'avenir. Cette démarche nous apportera une tranquillité d'esprit et garantira que vos volontés soient respectées après votre décès. Un plan successoral vous aide à décider de l'avenir de vos finances, de vos biens et de vos effets personnels et surtout à assurer que la personne dont vous prenez soin continuera de recevoir le soutien dont elle a besoin. Aujourd'hui, nous accueillons Kelly Casey de Microboards Ontario et Stephanie Dixon de Poor & Law pour une discussion et des informations pertinentes sur ce sujet important. Madame Casey est une facilitatrice indépendante avec plus de 15 ans d'expérience auprès des familles et des organismes, aidant les individus à élaborer des plans axés sur la personne et à construire leur réseau de soutien. Spécialiste des solutions de logement et des modèles d'habitation novateurs, Kelly a développé et mis en œuvre 8 modèles de logement individualisés, tous financés par le ministère des Services sociaux et communautaires. Forte d'un parcours de 35 ans d'expérience, son travail s'étend du soutien direct au développement communautaire. Elle est convaincue que le choix, les opportunités et les solutions ancrées dans la communauté sont essentielles pour bâtir une vie épanouissante et significative. Madame Dixon, elle, est une avocate passionnée par la justice sociale, dédiée à la défense des droits des personnes handicapées. Avec des années d'expérience dans les questions juridiques liées au handicap et à la pauvreté, elle apporte une expertise précieuse à sa pratique. Stephanie a rejoint Poor & Law en août 2019 pour diriger les services juridiques spécialisés dans le sud-ouest de l'Ontario. Ses domaines d'intervention incluent le droit du handicap, les droits décisionnels, les testaments, les successions et les fiducies, le consentement et la capacité, la prise de décision juridique, les prestations sociales et la gouvernance des organismes sans but lucratif et caritatifs. Alors, bienvenue parmi nous, Kelly et Stéphanie. Et sur ce, je cède la parole à Stéphanie pour commencer la présentation d'aujourd'hui. Merci à Lozano et bienvenue à tout le monde. OK, on va passer premièrement au plan de la présentation. Merci. Alors, pour commencer, je vais parler au sujet des testaments et des plans successoraux. Ensuite, je vais expliquer les fiducies, incluant la fiducie Henson, ainsi que d'autres considérations pour les plans successoraux, comme les procurations. Par la suite, mon collègue Kelly Casey vous présentera les microboards et finalement, on a prévu un temps pour une séance de questions-réponses. Notez, s'il vous plaît, pour alléger mon discours, le masculin est utilisé comme genre neutre, sans discrimination. Et avant de commencer, on va partager notre avis de non-responsabilité. Donc, les renseignements fournis dans cette présentation ne constituent en aucun cas un avis juridique
et n'établissent aucune relation avocat-client. La société Poor Law Professional Corporation fournit ces renseignements à titre informatif seulement. Toute utilisation de ces informations se fait exclusivement à vos propres risques. Et pour des conseils juridiques adaptés à votre situation, veuillez contacter Poor Law après la présentation. Votre plan successoral ne se limite pas à votre testament, surtout lorsque vous planifiez pour une personne chère en situation de handicap. Voici quelques éléments clés à prendre en considération. Premièrement, l'interaction avec d'autres éléments. Ensuite, la gestion des biens et l'aide sociale. Ici, on propose certains aspects importants à inclure dans votre planification. Par exemple, vous voulez garder en tête la sécurité financière de vos proches et les différents éléments qui la composent, notamment le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, mieux connu sous le nom POSPH. En anglais, c'est ODSP, c'est plus facile. Et d'autres aides gouvernementales, le REI, la fiducie Hansen, l'assurance vie et autres. Vous voulez également tenir compte des différents rôles et des diverses personnes impliquées dans votre planification, comme les fiduciaires du POSPH, les fiduciaires successoraux, les amis, la famille, les travailleurs de soutien et les tiers. Ensuite, il faut déterminer si votre proche est capable de gérer ses biens, c'est-à-dire son argent et ses actifs. A-t-il besoin d'aide pour le faire? La loi en Ontario présume qu'une personne âgée d'au moins 18 ans est capable de conclure un contrat. Par capacité, on entend généralement l'aptitude à comprendre tant l'information permettant de prendre une décision que les conséquences de cette décision. La capacité de votre proche pourrait toutefois être remise en question dans certaines situations, comme la gestion de son POSPH ou de son REI, la signature d'accords, la perception de sa pension et les interactions avec les banques ou les compagnies d'assurance. L'important, c'est de planifier en fonction de sa capacité. Il faut aussi savoir si la personne en situation de handicap bénéficie du POSPH ou si elle est susceptible d'en bénéficier à l'avenir. Faites preuve de prudence lorsque vous léguez des dons directs à des membres de la famille bénéficiant du POSPH. Explorez plutôt certains outils clés de planification successorale, comme la fiducie Hansen. Le POSPH est le programme d'aide sociale de la province, destiné aux personnes en situation de handicap. Pour être admissible aux prestations, vous devez être âgé entre 18 et 65 ans, mais vous pouvez présenter une demande 6 mois avant votre 18e anniversaire. Vous devez aussi résider en Ontario et être admissible sur les plans financiers et médicaux. Sachez que toute personne jugée admissible aux services financés par les services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, en anglais c'est DSO, ces personnes sont automatiquement admissibles au POSPH sur le plan médical. L'aide aux revenus pour les personnes célibataires comporte un grand avantage, une somme maximale de 1 408 $ par mois. Les autres avantages pour les bénéficiaires et leurs familles sont énumérés sur votre écran et incluent une couverture pour les médicaments et les soins dentaires, une allocation pour régime alimentaire spécial allant jusqu'à 250 $ par mois, des articles et des services liés au handicap, comme les appareils fonctionnels, les appareils d'aide à la mobilité, les chiens guides, etc., et des prestations de logement, par exemple pour réparer le domicile ou encore pour aider les personnes à rester dans leur logement ou à déménager. L'admissibilité financière est indispensable à la planification successorale. Sachez que le POSPH tient compte du revenu et des biens de la personne bénéficiaire. À l'heure actuelle, la limite des biens pour une personne célibataire est de 40 000 $. Lorsque vous préparez votre plan successoral, vous devez penser aux règles relatives aux revenus et aux biens pour ne pas interrompre ou supprimer les prestations POSPH de votre proche.
On va passer maintenant à la planification testamentaire. Le testament est essentiel pour les parents et les proches aidants de personnes en situation de handicap. Ce document garantit le respect des dispositions prises pour votre proche en situation de handicap. C'est le meilleur moyen d'assurer la protection des fonds mis de côté pour votre proche et le maintien de son admissibilité aux prestations. Votre testament vous permet aussi de déterminer qui aura le contrôle de ces fonds et de mettre en place des mécanismes de contrôle garantissant que l'argent sera géré dans l'intérêt de cette personne. Vous devez y désigner des bénéficiaires, des exécuteurs testamentaires, des fiduciaires et des tuteurs de vos enfants mineurs. Vous pouvez également y exprimer vos souhaits concernant la tutelle d'un adulte en situation de handicap au besoin. Lorsque nous mettons en place le plan successoral de famille, nous respectons non seulement le handicap de leurs proches, mais nous misons aussi sur la planification fiscale afin de minimiser les impôts dus par la succession et par conséquent à maximiser les actifs disponibles pour les bénéficiaires. Depuis la pandémie de COVID-19, vous pouvez signer votre testament virtuellement. Avant, tout devait être signé en personne. Alors, qu'est-ce qu'une fiducie? Les fiducies peuvent jouer un rôle important dans le processus de planification successorale, surtout lorsque vous planifiez pour des membres de famille en situation de handicap. Les fiducies sont des mécanismes qui vous permettent de laisser des sommes d'argent ou des biens à une personne chère sans compromettre ses prestations sociales. Elles assurent une surveillance et une gestion adéquate des fonds dans l'espoir qu'ils subviendront à ses besoins pendant de nombreuses années. Les fiducies sont généralement établies dans les testaments, mais vous pouvez en créer une de votre vivant que l'on appelle une fiducie entre vifs. Toutefois, cette pratique est moins courante. Que ce soit dans votre testament ou dans un document distinct, une fiducie implique un constituant, c'est-à-dire vous, la personne qui crée la fiducie, les fiduciaires, là où les personnes chargées de gérer les actifs de la fiducie, et le bénéficiaire, la personne qui bénéficie de la fiducie et reçoit des fonds ou des actifs. Il existe de nombreux types de fiducies, mais les plus courantes dans le cas de la planification successorale sont la fiducie Henson, la fiducie d'héritage, la fiducie admissible pour personnes handicapées et la fiducie des prestations à vie. Examinons d'abord de plus près la fiducie Henson. Ce type de fiducie est également connu sous le nom de fiducie discrétionnaire absolue. Pourquoi? Parce que les personnes responsables de la gestion de la fiducie, les fiduciaires, nommés dans votre testament, sont libres de choisir quelle somme retirer et à quel moment. Les fiduciaires doivent utiliser les actifs en fiducie dans l'intérêt du bénéficiaire, votre proche en situation de handicap, mais le bénéficiaire ne peut pas exiger de paiement de la fiducie. La fiducie Henson peut comprendre des actifs liquides ou des fonds en banque et des biens immobiliers, comme une maison. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le POSPH ne considère pas une fiducie Henson comme un actif appartenant au bénéficiaire. Donc, il n'y a pas de limite à la valeur des actifs qui peuvent être placés dans la fiducie Henson. Les fiduciaires d'une fiducie Henson peuvent verser des fonds à votre proche sans incidence sur les prestations du POSPH. Selon les règles actuelles, les fiduciaires peuvent donner jusqu'à 10 000 $ à votre proche au cours de 12 mois, peu importe la raison. En plus, ils peuvent donner un montant illimité supplémentaire pour obtenir des services ou des aides liées au handicap ou pour racheter d'autres actifs exemptés comme une maison ou un véhicule, ou bien pour cotiser à un REI ou pour couvrir le premier et le dernier mois de caution d'une nouvelle location. Vous déterminerez aussi dans votre testament les fiduciaires, les actifs à transférer à la fiducie Henson et l'avenir des fonds restants dans la fiducie si le bénéficiaire décède. Les fiducies d'héritage et d'abri sont souvent créées par les bénéficiaires après coup.
lorsqu'ils reçoivent directement un héritage qui pourrait compromettre leurs prestations sociales comme celle du POS-PH. Bien que la fiducie puisse être établie dans le testament d'une personne, vous devez vous assurer que les fonds et les actifs en fiducie ne dépassent pas 100 000 afin de préserver les prestations du POS-PH. Ce type de fiducie est rarement utilisé dans la planification successorale à cause de cette limite monétaire. La prochaine fiducie, c'est la FAPH, en anglais c'est QDT. Depuis les modifications apportées à la loi de l'impôt sur le revenu du Canada en 2016, les revenus gagnés par les fiducies sont imposés au taux marginal d'imposition le plus élevé, un peu plus de 50%. Une désignation FAPH permet toutefois à certaines fiducies de bénéficier de taux d'imposition progressifs, donc moins élevés. De nombreuses fiducies Hansen seront admissibles à la désignation FAPH, devant être choisies chaque année plutôt qu'à une fiducie distincte. Pour qu'une fiducie Hansen soit considérée comme une FAPH, elle doit être établie dans un testament et non dans une fiducie entre vifs. La fiducie doit résider au Canada. Au moins un des bénéficiaires doit être admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Et le fiduciaire et le bénéficiaire doivent faire un choix annuel dans la déclaration de revenus de la fiducie. Bien que les bénéficiaires puissent avoir plus d'une fiducie, voire plus d'une fiducie Hansen, ils ne peuvent bénéficier que d'une seule FAPH par année. Enfin, la fiducie de prestation à vie, c'est une fiducie qui fait souvent partie des plans successoraux. Le transfert peut être utilisé pour les REER, les FER, les CRI, les FRV. Et les transferts peuvent être effectués au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un conjoint ou d'un conjoint de fait qui est à votre charge en raison d'une déficience intellectuelle. Vos fonds de retraite seraient utilisés pour acheter une rente pour le bénéficiaire. Sans cette fiducie, les fonds de retraite versés à une succession ou à un autre bénéficiaire seront lourdement imposés. Il y aura donc moins d'argent disponible pour soutenir vos bénéficiaires. Avant de passer à un autre sujet, j'aimerais aborder une question qu'on nous pose souvent. Comment choisit-on les fiduciaires? Vous trouverez une section détaillée sur le sujet dans notre guide de planification successorale que nous vous enverrons par courriel. Voici certains éléments clés à retenir. Vous devez choisir des personnes qui sont honnêtes, qui sont impliquées dans la vie de la personne en situation de handicap et qui comprennent ses besoins et ses désirs. Des personnes qui ont un âge semblable pour garantir la gestion à long terme de la fiducie. Des personnes qui comprennent les règles du POS-PH ou qui sont prêtes à demander les conseils juridiques nécessaires. Et des personnes qui comprennent les règles et la tenue des registres ou qui sont capables et disposées à engager une équipe conseil pour ces aspects de l'administration de la fiducie. Vous voulez idéalement choisir des fiduciaires qui n'ont pas de conflit d'intérêts. En d'autres termes, il est préférable d'éviter, dans la mesure du possible, de nommer une personne qui est à la fois fiduciaire et bénéficiaire résiduel de la fiducie. Passons maintenant à un élément clé de votre plan successorel, les procurations. La capacité d'une personne à gérer ses biens, à consentir à des traitements médicaux proposés ou à prendre des décisions concernant ses soins personnels peut parfois être altérée. Ce peut être dû à une maladie ou à un accident. Dans un tel cas, vous pourriez utiliser une procuration. Celle-ci donne à quelqu'un le pouvoir d'agir en votre nom de votre vivant. C'est différent d'un testament qui prend seulement effet après votre décès. Il existe deux types de procuration. La procuration perpétuelle à l'égard des biens et la procuration relative aux soins de la personne.
La procuration perpétuelle à l'égard des biens couvre entre autres vos finances, vos biens immobiliers et vos comptes bancaires. Vous pouvez choisir de la faire entrer en vigueur uniquement si vous êtes incapable de gérer vos propres biens ou immédiatement et la maintenir pendant toute période d'incapacité. Les conjoints créent souvent des procurations qui entrent en vigueur immédiatement pour des raisons pratiques. Vos mandataires désignés et vous devez être âgés de plus de 18 ans. La loi stipule que vous devez remplir certaines conditions en matière de capacité pour pouvoir accorder une procuration permanente. Par exemple, vous devez connaître les catégories de vos biens et la valeur de vos biens. Ainsi, vous devez connaître les types d'actifs, pardon, je viens de dire ça, les valeurs approximatives et vous devez choisir des personnes honnêtes qui peuvent agir dans la procuration. L'autre type de procuration, relative aux soins de la personne, couvre les décisions relatives aux soins de santé et au traitement, au logement, à l'alimentation, à l'hygiène et à la sécurité. Contrairement à l'autre procuration, celle-ci ne peut prendre effet que si vous êtes incapable de prendre une ou plusieurs décisions relatives à vos soins personnels. Vos mandataires désignés et vous devez être âgés d'au moins 16 ans. Vous devez également répondre à des exigences en matière de capacité, comme comprendre et accepter que les personnes de confiance désignées peuvent être appelées à prendre des décisions importantes pour vous en matière de soins personnels et de santé. D'autres considérations. L'assurance vie, il s'agit d'un élément important de votre plan successoral. Elle peut garantir le paiement de vos dernières dépenses et ou de vos dettes, ou bien financer la fiducie Hansen. Les options d'accession à la propriété. Vous pouvez demander des conseils juridiques et fiscaux dans le but d'explorer les différentes façons de protéger le domicile familial pour votre personne chère en situation de handicap. Vous devez tenir compte des règles du POS-PH et de la capacité de votre proche. Vous pouvez également envisager d'autres options ayant pour but d'aider votre proche en situation de handicap, comme les aides, les micro-conseils et les services de gestion des finances, de prise de décision et de planification autonome. Et votre pension, vous devrez vérifier si votre pension prévoit des prestations mensuelles ou forfaitaires pour les proches en situation de handicap. Prochaine étape. Donc, premièrement, vous devez prioriser votre planification. Vous n'avez pas à régler nécessairement tous les éléments du jour au lendemain. Priorisez les aspects testamentaires et fiduciaires. Le but est de vous assurer que vos affaires seront réglées conformément à vos souhaits sans incidence sur l'aide sociale. Ensuite, rassemblez les renseignements nécessaires. C'est afin de commencer le processus de planification. Donc, quels renseignements au sujet de vos actifs, vos biens immobiliers, les investissements, l'assurance vie, les régimes enregistrés et les pensions. Ensuite, identifiez vos proches. Remplissez les différents rôles dans votre planification successorale, comme les fiduciaires successoraux, les fiduciaires pour la fiducie Hansen ou d'autres fiducies, les tuteurs pour les enfants d'âge mineur et les procureurs. Et finalement, choisissez vos experts. Vous devez choisir des conseillers professionnels comme les avocats, les comptables fiscalistes, les conseillers financiers, les planificateurs personnels, des personnes ayant l'expérience dans la planification de succession avec des personnes en situation de handicap et les fiducies Hansen ou REI. Et pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide de planification successorale en français ou en anglais. Il sera mis à jour cette année. Merci beaucoup. J'invite maintenant Kelly à prendre la parole. Merci, Stéphanie. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu des microboards.
Qu'est-ce que c'est qu'un microboard? Un microboard est lorsque les amis et des membres de la famille d'une personne ayant besoin d'aide pour prendre des décisions quotidiennes se rassemblent et créent en fait une organisation à but non lucratif. Ce microboard a un seul objectif, c'est de soutenir cette personne dans la prise de leurs décisions et dans la réalisation de sa meilleure vie tout au long de son existence. Il s'agit d'une structure pérenne qui ne peut être dissoute que si les administrateurs du microboard décident de la dissoudre. Comme pour toute organisation de but non lucratif, ou bien lorsque la personne au cœur du microboard est décédée. Ceci est donc un excellent moyen pour les amis et la famille engagés à soutenir une personne de rassembler et de collaborer pour accompagner à chaque étape de sa vie. Cela repose sur des valeurs et des principes, tels que l'orientation vers la personne, en impliquant celle-ci dans toutes les décisions qui le concernent, la prise de décisions partagées en aidant la personne à comprendre les risques et les bénéfices de chaque choix et enfin vivre une vie épanouissante au sein de sa communauté. Les microboards ne sont pas nouveaux. Ils existent au Colombie-Britannique depuis au moins 40 ans et il existe des microboards qui fonctionnent déjà 25 ans au Colombie-Britannique. C'est donc une option durable pour les familles qui envisagent l'étape suivante, lorsque les parents ne sont plus là ou lorsque les frères ou une sœur prend le relais en tant de principaux aidants. C'est quoi le rôle du microboard? Son rôle est de soutenir la prise de décision et d'accompagner des approches centrées sur la personne. Les membres du microboard contribuent à élargir les connexions, approfondir les relations et faire découvrir à la personne de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouvelles activités dans leur vie. Et l'un de ses objectifs principaux est de gérer cette organisation à but non lucratif, de gérer ce microboard. Les administrateurs ont des responsabilités fiduciaires. Cela signifie qu'ils peuvent recruter, embaucher, renumérer, superviser et soutenir le personnel, devenir employeur officiel, conclure un accord de logement, signer un contrat avec une agence. Il est important de savoir que le microboard ne peut pas être nommé fiduciaire, mais qu'il peut identifier le fiduciaire. Alors, ce fiduciaire peut même être un administrateur du microboard, mais le microboard lui-même ne peut pas être désigné comme fiduciaire. C'est quoi les avantages d'un microboard? Pourquoi le microboard a-t-il tant de succès et pourquoi ça existe déjà pour 40 ans au Colombie-Britannique? C'est une option intéressante pour les familles qui veulent anticiper l'avenir de leurs proches. C'est à cause que les microboards renforcent à la personne un plus grand sentiment d'indépendance et d'autonomie. Donc, la personne participe à la prise de décision et est encouragée à exprimer ce qu'elle souhaite faire de sa vie. De nombreuses familles découvrent ainsi certains centres d'intérêt et objectifs de leurs proches, car dans un environnement impliquant plusieurs personnes et de relations, la personne se sent plus à l'aise pour s'exprimer leur voix. De plus, les soutiens sont adaptés culturellement et en fonction de l'âge, selon les besoins et les désirs de la personne. Ainsi, les membres du microboard peuvent changer et être remplacés au cours des années. On passe souvent des parents et des oncles et de la tante et à les frères et des sœurs, à des cousins, à des amis, et voire même la génération suivante de soutien. Les individus se sentent ainsi plus connectés à leur communauté et on constate aussi une augmentation du nombre de personnes présentées dans la vie de la personne.
Et c'est pas nous qui invente cela, c'est donc l'Université de la Colombie-Britannique qui ont mené une étude en 2021, un projet de recherche sur l'impact du microboard dans la vie d'une personne, et ce sont les résultats réels qu'ils ont obtenus grâce à cette étude, qu'il y a plus de personnes dans leur vie quand un microboard est dans leur vie. Alors, c'est quoi l'impact les plus importants concernant la génération suivante, c'est-à-dire les frères et les sœurs qui vont prendre le relevé de leurs parents? Ça, c'est un des avantages. Ils constatent souvent que les frères et les sœurs sont non seulement disposés à le faire, mais qu'ils attendent et commencent à prendre des décisions de vie très tôt avant d'être présents lorsqu'ils auront besoin. Cependant, ils ressentent aussi une certaine anxiété quant à la gestion des finances de leurs frères ou sœurs ou à la prise en charge de leur santé mentale et à la navigation dans un système qui est très difficile de naviguer. Mais grâce à la présence d'un microboard, ils n'ont pas porté tout le fardeau, car les administrateurs du microboard sont au courant de la situation, impliqués dans la vie de la personne et peuvent ainsi aider les frères et les sœurs ou toute autre génération de soutien à s'assumer ce rôle sans l'angoisse de devoir remplacer leurs parents ou de devoir tout gérer toute seule. Cela permet également aux frères et aux sœurs de maintenir un équilibre dans leur vie, sans devoir faire des changements de carrière drastiques ou de bouleverser leur existence pour soutenir leurs frères ou leurs sœurs. De plus, cela réduit la tension liée au fait qu'une personne en situation de handicap est avec son frère ou avec sa sœur comme principal aidant. Car nous avons souvent entendu à la part de la famille et des frères et des sœurs que la personne handicapée souhaite la proximité de leur frère ou sœur, mais ne désire pas nécessairement qu'il soit leur unique aidant. Cela préserve bien donc la relation fraternelle et la dynamique familiale. Entre autres, cela diminue les risques de crise car nous savons tous, ayant travaillé dans ce secteur pour très longtemps, que lorsqu'aucun plan n'est en place et qu'il arrive quelque chose à l'un ou l'autre des parents, que la vie de la personne normalement est très bouleversée. Et avec des déménagements forcés ou de nouvelles situations à explorer qui sont très difficiles pour la personne. Mais grâce à un microboard, ces risques sont beaucoup moins élevés car il y a déjà des personnes impliquées sur le long terme et qui connaissent bien la personne, les besoins de la personne, les soutiens déjà en place et ils peuvent aider dans la prise de ces décisions avec la personne. Ainsi, on réduit les risques et on préserve l'équilibre de la vie de tout le monde. Alors, une des questions qui est demandée souvent, c'est quand est-ce que je puis commencer? C'est quelque chose qu'il faut mieux débuter bien avant d'en avoir réellement besoin. On ne souhaite jamais de lancer dans un microbar en pleine crise et avec un sens d'urgence, car cela prend beaucoup de temps d'organiser un microboard. Il faut rassembler les membres du microboard, les inviter et leur faire comprendre c'est quoi un microboard et ainsi que la prise de décision assistée. Il y a beaucoup de planification à prévoir. Je ne dis pas que cela prend beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais il faut réfléchir car ce sont des personnes qui soutiendront votre proche. Nous avons rencontré des familles dont les enfants sont encore mineurs et qui commencent déjà à chercher leur futur administrateur pour un microboard, même pendant que leurs enfants sont toujours à l'école. Il s'agit aussi de déterminer si c'est adapté pour vous ou votre proche. Il y a beaucoup à apprendre et nous n'avons même pas encore abordé sur les détails de la gouvernance d'un microboard. Nous proposons de nombreux ateliers sur notre site Web ainsi que les soirées de rencontres avec les familles quelques fois par année et vous pourrez même commencer avec
demander des questions à des personnes qui ont déjà un microboard en place. On a des mentors que vous pourrez être connectés avec pour vous aider et accompagner dans le processus de préparation du microboard. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir vers moi et demander des questions, envoyer un courriel, etc. De plus, nous avons des projets qui sont déjà commencés pour soutenir des familles. Et la meilleure façon de vous renforcer sur ça, c'est de regarder sur notre site web ou bien abonner avec le courriel mensuel pour en savoir plus. Merci. Kelly et Stéphanie pour ces informations. Je vous invite encore, si vous avez des questions, à les poser, à les mettre dans notre boîte de clavardage. J'en ai quelques-unes pour commencer. Un microboard, est-ce que c'est un organisme là, à but non lucratif au niveau de la province? Est-ce que c'est enregistré comme tel? Oui, un microboard est une organisation non lucrative et puis ça se peut qu'il soit enregistré provincial ou fédéralement. Ah, OK. Bon, c'est très intéressant. C'est intéressant comme solution, puis que c'est formel comme ça aussi, ça donne un peu plus de poids hein, aux décisions puis aux plans qui sont exécutés. Merci. Euh, est-ce que, ça c'est une question pour Stéphanie, un fiduciaire d'une fiducie Hansen, est-ce que c'est possible que le fiduciaire réside à l'extérieur de la province du Canada ou à l'étranger, ou est-ce qu'on doit demeurer en Ontario? Oui, c'est possible, mais il existe des considérations fiscales et logistiques qui devraient être discutées avec un avocat. OK. OK. Donc, avoir un conseil d'un avocat, c'est très important. Absolument. OK. Merci beaucoup. Et puis ensuite, est-ce qu'il est possible pour une fiducie Hansen encore, là, si on a quelqu'un qui a des troubles de santé mentale qui sont plus épisodiques, donc c'est-à-dire que parfois sont parfaitement capables de gérer leurs affaires, mais parfois ne le sont pas du tout. Est-ce que c'est une solution pour quelqu'un comme ça aussi? La fiducie Hansen, oui. Bien que la OK. situation de chaque personne soit différente, nous recommandons généralement les fiducies Hansen lorsque la capacité d'une personne à gérer des fonds peut fluctuer au fil du temps et que l'aide sociale est susceptible d'entrer en jeu. OK, d'accord. Donc, quelqu'un qui est sur l'assistance sociale, par exemple, ODSP, à cause de leur santé mentale, Oui, même si c'est c'est ça. une situation. OK, Oui. parfait, merci. Euh, est-ce que on peut faire notre propre procuration, notre propre testament sans avoir l'aide d'un avocat? Est-ce qu'il y a des outils en ligne qui peuvent être utilisés? Puis est-ce que c'est aussi valide ou est-ce qu'on doit travailler avec un avocat pour compléter ces documents? C'est une bonne question, Anne-Marie. Oui, il est possible de préparer des procurations et des testaments sans l'aide d'un avocat. Il existe des outils en ligne, mais généralement, cela n'est pas recommandé. Non. Premièrement, la validité des documents peut être remise en question si la personne qui les a signés n'avait pas la capacité nécessaire Mhm. pour les établir au départ, ou Mhm. bien si les documents n'ont pas été correctement attestés par des témoins. OK. Deuxièmement, vous allez manquer de conseils essentiels pour protéger votre planification successorale, préserver les intérêts de votre proche en situation de Mhm. handicap et qui permettra à votre succession de réaliser d'importantes économies d'impôts. Ah oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. Puis je sais qu'on a vécu cette situation-là aussi dans ma famille en tant que j'étais proche aidante pour ma maman. Puis à cause elle avait la maladie de Parkinson's, puis la démence. Donc il a fallu faire premièrement une déclaration qu'elle n'était pas capable de faire. Donc ça a été comme un processus à deux étapes là, qu'elle n'était pas capable de prendre des décisions elle-même.
Puis ensuite, mon père a été désigné. Donc, oui, ça peut prendre du temps aussi, hein? Absolument. Oui. Ouais. Je vais revenir avec les microboards. Quels sont vos conseils pour trouver des personnes pour siéger sur un micro-conseil, un microboard là, dans notre entourage? Est-ce que il y a des conseils par rapport à ça? Est-ce que vous avez peut-être une fiche de travail qu'on peut commencer à faire un genre de brainstorm pour commencer à penser? Je sais que vous avez donné certains conseils là, par rapport à c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance, puis tout ça, mais si quelqu'un peut-être regardent autour d'eux puis disent, ben, je sais pas, qui est-ce que je pourrais demander puis rassembler dans un microboard. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça ou des outils? Oui, alors normalement, on commence avec les places qu'on est. Alors, à l'école, dans notre communauté, Mhm. avec nos frères et nos sœurs, nos familles, les cousins, etc. Mais il y a des personnes qui n'ont pas une grande famille et pas beaucoup de personnes dans la famille. Dans ce cas, je dirais qu'avoir une facilitatrice pour aider la personne à trouver ses places dans la communauté et commencer à prendre des connexions et des relations dans la communauté pour aider à trouver les personnes qui sont euh, appropriées pour être OK. dans la microboard. OK, ouais, donc c'est important à souligner que ça n'a pas besoin d'être quelqu'un dans la famille non plus. Si on n'a pas une grande famille, ça peut être quelqu'un dans la communauté aussi. C'est bien ça. Des Ben, fois, dans c'est notre communauté spirituelle, c'est ça. Oui, ouais, toutes les ouais, places qu'on est dans la communauté. super, super. Alors, on a une question sur le chat aussi. Est-ce que c'est conseillé d'ouvrir une fiducie Hansen de notre vivant comme personne aidante pour faciliter la transition lors de notre décès comme personne aidante? Donc, ça, c'est pour Stéphanie. Oui, merci. Cela peut aider à garantir que votre proche reçoit vos biens d'une manière qui protège son aide sociale. Mais cela ne remplace pas un réseau de soutien comme un microboard et la fiducie Henson n'assume pas le rôle d'aidant. Stéphanie, je pense qu'on a eu un petit problème technique. On a manqué. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, la réponse? Elle a coupé une couple de fois dans ta réponse. Ah, Excuse-moi. OK. Oui, absolument. Donc, la fiducie Henson peut aider à garantir que votre proche reçoive des biens d'une manière qui protège son aide sociale. Mhm. Mais la fiducie ne remplace pas un réseau de soutien comme un microboard et la fiducie n'assume pas le rôle d'aidant. Donc, ça peut faciliter la transition dans certains aspects. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait, c'est certainement quelque chose qu'on devrait mettre en place. La question, c'est est-ce que je mets ça en place pour planifier ma transition quand je décède en tant que personne aidante? La réponse est oui. 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 OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de nos participants cet après-midi? J'ai une autre question. Euh, Comment est-ce que je peux savoir si mon enfant est capable de créer des procurations pour lui-même ou elle-même? Euh, Je crois que je n'ai pas bien compris la question que vous venez de poser de Sylvie dans le chat. Pardon. Euh, alors, la question, c'est vraiment, est-ce qu'on devrait ouvrir la fiducie Henson maintenant? Et la réponse est généralement non. Euh, Vous devriez chercher de la vie professionnelle. Vous pouvez nous contacter après la présentation, mais il y aura des conséquences avec les taux. Et généralement, c'est mieux d'établir la fiducie Henson dans le testament. Généralement, mais c'est pas la même réponse pour tout le monde. OK. OK. OK? Merci. OK. Ça va. OK. Donc, les procurations, c'était la question? Oui, si mon enfant adulte, comment je peux savoir si mon enfant a les capacités de créer ses propres procurations là, pour son futur? Mhm. C'est un peu difficile. Votre enfant devra répondre aux critères de capacité prévus dans la législation. Mhm. Mais un professionnel de droit peut aider à déterminer si la personne est considérée capable. OK.
OK. Et puis, si l'enfant n'est pas capable de créer des procurations, euh, est-ce qu'on peut demander l'aide de la tutelle ou si le parent peut, comment est-ce que ça fonctionne si l'enfant n'a pas la capacité? Mhm. La tutelle n'est pas nécessairement une étape qu'on doit prendre à ce point-là, parce qu'il existe de nombreuses façons de soutenir la prise de décision de l'enfant et dans Mhm. certains cas de prendre des décisions en son nom, rendant la tutelle inutile pour de nombreuses familles. OK. Et comme toujours, je veux dire, si vous voulez des conseils juridiques adaptés à votre situation, c'est important de nous contacter ou de parler avec une autre professionnel de droit de votre choix. OK. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner une dernière chance aux gens de poser des questions. Donc, de la part de notre équipe ici à Lozano, j'aimerais vous remercier, Kelly et Stéphanie, d'avoir partagé vos connaissances et vos conseils avec nous aujourd'hui. Je vous remercie tous et toutes également là, pour votre participation aujourd'hui. Et puis, nous espérons que vous avez trouvé les informations présentées aujourd'hui utiles.